Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Basse-Normandie, en direct depuis le Mémorial de Caen pour une édition spéciale consacrée aux 5e rencontres internationales des dessinateurs de presse. Depuis vendredi, le public est invité à participer à des conférences. Alors ces dessins de presse, ils sont au cœur de l'actualité, notamment les vôtres, Emmanuel Chonu. Je vous dis à tout à l'heure. Vous À tout à l'heure, participerez avec Sylvain. moi à cette Oui. édition. L'actualité ce samedi, eh bien, c'est aussi le 41e Festival du cinéma américain. Jacques Perrotte nous attend sur le tapis rouge de Deauville. À tout à l'heure, Jacques. À tout à l'heure, Sylvain, avec plaisir. Voilà, 35 dessinateurs de presse venus de 16 pays différents ont donc investi le mémorial. Jean-Baptiste Patier, vous êtes à leur côté. Ils sont en train de réaliser une fresque en hommage aux victimes du 7 janvier dernier. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Regardez sur cette fresque, liberté dessinée, écrit avec des crayons. C'est bien cela cette fresque, un espace, un terrain de liberté pour la liberté d'expression. À chaque instant durant ce week-end, les 35 dessinateurs qui participent à cet événement peuvent venir ici pour partager leur opinion, véhiculer un message, comme Achou qui est à mes côtés. Bonsoir. Vous êtes originaire du Tchad, vous coopérez avec différents médias tels que TV5 Monde ou France Info. Dessiner sur cette fresque, c'est important pour vous. Oui, c'est très important parce que on témoigne ici c'est en fait en honneur de nos collègues qui sont tombés le 7 janvier. Aussi pour toutes les victimes en tout cas de cet attentat. Voilà. Et vous les avez connus, hein, vous êtes allés vous à Charlie Hebdo. Hein. Oui, j'ai été à Charlie Hebdo, donc c'est plus que des collègues, c'est des amis aussi. Donc Tignous, Cabu, Charb, c'est des gens que j'ai côtoyés, Honoré aussi. Donc oui, c'est plus que des amis. Et votre dessin, qu'avez-vous voulu montrer? Alors ici, c'est tous les dessinateurs en tout cas qui s'unissent pour continuer en tout cas malgré le fait qu'il y ait ces menaces terroristes sur la liberté d'expression, de continuer à lutter et puis à travers le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci Achou. Regardez, il continue de dessiner, hein. On les voit bien ici encore, le dessin est bien vivant ici au Mémorial. Merci beaucoup Jean-Baptiste, on vous retrouve tout à l'heure et parmi les dessinateurs invités, une figure incontournable, Ciné, aux commandes de Ciné Mensuel. C'est aussi un ancien de Charlie Hebdo, alors sa présence à ce titre est symbolique. 8 mois après les attentats, voyez le portrait signé par Rémi Mauger et Carole Lefrançois. Comment il va, Ciné? Ça roule. Et ça tire toujours dans tous les coins. Le vieil anard traverse l'histoire de la presse depuis plus de 60 ans. Comment vous appelez? Qui se souvient qu'il commença à l'Express, à la bonne blague, et qu'il fit aussi de la télé. Nous les prolos, nous les damnés de la terre, on a le droit de jacter, on vous emmerde. Je vous déteste. Moi, je vous déteste pas. Moi, je ne vous déteste pas. Je continue dans la foulée. Dans la foulée, tu parles. Sauf que lui, le radical, le prêt à tout pour défendre la liberté, la manif pour Charlie, il l'a pas faite, Ciné. C'est un faux phénomène ce qui s'est passé de voir des millions de gens dans les rues avec Je suis Charlie, c'est vraiment, ça voulait rien dire. 8 jours après... C'étaient ses anciens copains du journal dont il s'était fait éjecter pour antisémitisme supposé. Ni une ni deux, Ciné créa aussitôt Ciné Hebdo, qui faute de lecteurs devint Ciné Mensuel, journal qui se porte bien, merci pour lui, et continue à semer sa zone. Vive la chienlit, comme il disait naguère. La chienlit, c'est un mot qui me plaît assez, quoi. Foutre la merde. Il sort souvent, enfin on espère qu'il sort des fleurs de ce joyeux bordel, quoi. Moi, je ne vous déteste pas. Envoyez le sujet sur Mouchki. Moi j'ai l'impression que la vie s'est arrêtée après 68. Enfin, tous mes espoirs ont été déçus. Que la révolution, j'y crois plus du tout, alors j'y ai cru. Alors qu'est-ce qu'il reste, à défaut? Des crayons, les crayons des bouffons. Et pour le vieux combattant, bien peu d'illusions. Faut pas se voiler la face et croire qu'on n'a plus d'importance. Moi, je crois qu'on n'a aucune importance. On pourrait très bien se passer de nous. Le monde ne changerait pas d'allure, hein. Allez, on revient au dessin de presse dans quelques minutes, hein, le temps de faire le tour de l'actualité dans la région. Et on commence par un détour du côté de Deauville et son festival du cinéma américain. C'est à vous, Jacques, bonsoir. Absolument.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Effectivement, dans quelques minutes sera dévoilé le palmarès de cette 41e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. L'année dernière, Whiplash. Quels sont les signes? Est-ce que si je vous dis par exemple qu'un film tourné avec des moyens légers, ça peut faire un grand film? Un film tourné avec des moyens légers, ça reste un film. Ce qui est important, c'est la manière dont on le fait. Ce qui est important sur la délibération, les 3 délibérations qu'il y a eu hier, c'est qu'en fait, tout le monde est d'accord pour souligner la qualité de la sélection et pour dire que la discussion s'est faite sur les mêmes films. C'est-à-dire que tous les jurys ont discuté sur 6-7 films et le palmarès est parfait parce qu'il représente l'éclectisme des jurys, mais aussi l'éclectisme du cinéma. Il y a des petits indices qu'on peut avoir pour essayer de comprendre, de deviner. Malgré tout, s'il y a des actrices un petit peu vieillissantes qui sont dans le palmarès ou dans des films assez originaux. Tous les films que vous semblez évoquer sont au palmarès. Vous êtes satisfait, Bruno Bard, de cette 41e édition? Il y a eu des stars et un beau jury, une belle compétition. Il y a d'abord du public. C'est quand même pour nous la chose la plus importante. C'est offrir au public le meilleur du cinéma américain. Contrairement au Festival de Cannes ou de Venise, qui sont des festivals professionnels, nous, on veut du public. Et le public, cette année, est en augmentation. Les salles étaient pleines. Le public a aussi apprécié la sélection. Le public est là, vous l'avez vu. Il vient regarder les stars. Ça fait partie de l'image du moment, même si parfois, il célèbre des gens qui ont plus de notoriété que de talent. Mais Deauville continue à œuvrer pour que le public découvre et soit reconnaissant du talent et ne se trompe pas et qu'on ne puisse pas le tromper surtout. Patricia Clarkson, justement, c'est du talent, c'est la Jeanne Moreau française, bien sûr, mais voilà, c'est une grande actrice qui a tourné avec Scorsese, avec tellement de Woody Allen et tant d'autres. Oui, et puis c'est une actrice qui a été un peu révélée à Deauville avec High Tarp en 1998, qui a eu un prix, elle a eu un prix. Et puis Safety of the Object en 2002 de Rose Troche, qui a été primée aussi. C'est une très grande actrice qui a travaillé dans le cinéma indépendant, dans le cinéma de studio, qui a plus de 55 films avec elle, qui a travaillé à la télé, qui a travaillé au théâtre. Et vous verrez, elle a la même gentillesse que la grâce qu'elle porte. C'est une femme solaire. Et c'est une femme que nous sommes ravis d'accueillir. Dans la tradition de Deauville, nous avons accueilli Annette Bening, Robin White, c'est-à-dire des comédiennes qui ne font pas toujours les couvertures, mais qui en tout cas font les grands films. Merci beaucoup Bruno Bard, bon palmarès. On a compris que peut-être certains films qu'on vous avait présentés, notamment je dirais peut-être Tangerine ou Krisha, peut-être ferait partie de ce palmarès. Mais voilà, vous n'allez pas nous en dire plus, bien évidemment, vous avez déjà dit beaucoup. Non, mais vous avez oublié quelque chose d'essentiel. Mais on saura tout demain, Bruno. On ne va pas tout dévoiler. Merci beaucoup pour ces infos. Merci beaucoup. Voilà, c'était en direct à vous, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques. Juste pour vous dire, nous aussi on a du ciné ici, on a aussi des scénaristes qui sont présents ici au Mémorial. Allez, on va parler politique maintenant avec les socialistes normands dans les starting blocks à 3 mois des élections régionales. Ce matin à Pont-Audemer, les présidents des régions Haute et Basse Normandie présentaient leur thème de campagne. Frédéric Lafont, Éric Lambert. Face à la presse, Nicolas Maillère-Rossignol et Laurent Beauvais ont développé leurs idées, leur programme fait part de leur bilan, leur slogan, chaque jour au service de tous les Normands. Pour le président de Haute-Normandie, les Normands auront le choix en décembre. Est-ce qu'on veut, j'allais dire, faire de la politique à l'ancienne, avec de fausses promesses, avec de belles paroles? Est-ce qu'on veut de beaux parleurs ou est-ce qu'on veut de vrais bosseurs? Avec Laurent Beauvais, nous sommes sur le terrain. Avec honnêteté, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et moi je veux porter le renouveau de la Normandie. Autour de la table, les 5 binômes conduisant les 5 départements normands, ainsi que les 2 porte-paroles, Estelle Grelier, députée de Seine-Maritime, et Stéphane Travers, député de la Manche. Autre argument développé, Nicolas Maillère-Rossignol a indiqué que selon certains classements, la Normandie est une région bien gérée. Laurent Beauvais a rappelé l'importance du rôle de la région dans de nombreux investissements. L'argument important qu'il faut rappeler, c'est que nous avons investi pour l'avenir. Il y a tous les jours l'indication que sur des fonctions essentielles pour la région de demain, nous avons été présents pour investir. Je crois que c'est un message important, préparer l'avenir. On peut citer... Pour ce qui me concerne, la politique portuaire, on peut citer la politique universitaire et scientifique dans le domaine de la formation des structures, notamment dans l'apprentissage. On a investi.
Quelques écueils sur la route du PS. Les dernières élections municipales et départementales ont été favorables à la droite. Hervé Morin, son leader, serait le favori des sondages. Dernier élément, la gauche ne part pas unie lors du premier tour. Il faudra recoller les morceaux entre les 6 et 13 décembre, ce qui ne sera pas simple. Alors, est-ce qu'il y aura de la place pour 2 stars, Emmanuel, au Parti Socialiste? Écoutez, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc on voit là bien qu'il y a certaines personnes qui vont devoir se faire à l'idée qu'il y a un second rôle à prendre. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. On va poursuivre donc l'actualité avec ce fait divers. Le corps sans vie d'un homme d'une 50aine d'années a été repêché aujourd'hui dans la rivière Ril, c'est à l'Aigle. Une enquête est en cours pour retrouver l'identité de la victime. On passe maintenant au sport avec du handball. Deuxième journée de Pro D2. Cherbourg s'est imposé hier soir à domicile face aux Dijonnais. Et là, les images que vous voyez sont celles des footballeurs de l'US Avranches qui affrontaient Colmar à domicile hier soir et qui ont terminé la partie sur un score de 1-1. Avranches est 12e avec 7 points. On va maintenant parler du handball. Deuxième journée de Pro D2 donc pour Cherbourg qui s'est imposé hier soir face aux Dijonnais, entraîné par l'ancien Barjo Jackson Richardson sur le score de 28-26. Deuxième victoire consécutive pour les Mauves. Et voilà pour l'actualité. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct du Mémorial de Caen pour les 5e rencontres des dessinateurs de presse, des dessinateurs qui réalisent, vous le voyez, en ce moment même, une grande fresque en hommage aux victimes du 7 janvier. On pense bien sûr à Charlie Hebdo. Alors ces attentats résonnent-ils encore dans la mémoire des visiteurs? On leur a posé la question. Voyez le reportage de Jean-Baptiste Patier et Carole Lefrançois. Réfléchir, apprendre, s'informer. Autant de motivations pour le public du mémorial venu rencontrer les dessinateurs de presse du monde entier. 8 mois après les attentats de Charlie Hebdo, certains ont souhaité donner un sens à leur présence. C'est pour montrer qu'on est solidaire et qu'on est toujours attentif aux dessins qui peuvent être faits dans la presse et qu'on ne se décourage pas et on ne baisse pas les bras devant le terrorisme. Un hommage, ouais. Puis de la résistance aussi parce que les temps sont durs pour la presse, pour les dessinateurs. Je voulais venir en plus cette fois-ci, ne pas rater. Pour moi, c'est pas un devoir, enfin, peut-être que si, mais c'est d'abord un plaisir. Marqués par la violence de l'attaque dans la rédaction du journal satirique, des spectateurs avaient quelques réticences à participer à l'événement. Au départ, j'avais un petit peu peur de venir. Je pense que ça, c'est l'influence du 7 janvier. Et puis, voilà, quoi. Mon mari m'a convaincue et finalement, je suis très heureuse d'être là. Il y a tout le débat qui se crée autour du 7 janvier, il y a la marche à Paris, il y a le temps passe, il y a des expositions qui sont organisées, qui sont reportées, on en a la preuve ici. Des rencontres décalées dans l'agenda, mais maintenues, une décision saluée dans la salle. Je trouve assez formidable qu'on puisse justement continuer, quelles que soient les pressions qui aient pu s'exercer. Après les attentats de Charlie Hebdo, le dessin de presse est donc toujours bien vivant, tant que le public répond présent, comme ce week-end au Mémorial. Le dessin de presse dans l'histoire, c'est le thème d'une conférence qui sera proposée demain ici au Mémorial. Et c'est vous qui l'animerez, Guillaume Doisy. Bonsoir. Vous êtes à Amiens. Nous vous retrouvons dans les locaux de France 3 Picardie. Vous êtes spécialiste des caricatures et des dessins de presse. Alors, les événements récents, on pense à Charlie Hebdo notamment, ont placé le dessin de presse sous les projecteurs. Alors, est-ce que c'est devenu un art majeur, un moyen d'expression incontournable ? Alors en fait, la caricature a été un art majeur et un moyen d'expression incontournable pendant toute une période de l'histoire, mais aujourd'hui on peut dire que globalement sur les 40 ou 50 dernières années, c'est plutôt un art déclinant, un art qui a subi de plein fouet notamment et principalement la crise de la presse papier. Alors, on l'a vu, il y a eu des réactions très très fortes par rapport à la publication de certains dessins récemment. On le sait, des caricatures existaient il y a de cela déjà un siècle, qui s'attaquaient de manière très forte à l'Église. Comment expliquer des réactions aussi violentes aujourd'hui ? Alors les réactions dont on parle, en fait, elles sont extrêmement ponctuelles et elles sont le fait d'une infime minorité radicalisée. En fait, quand on se remémore l'affaire des caricatures de Mahomet de 2005-2006, ce dont on s'aperçoit, c'est que les publications à l'époque au Danemark de caricatures de Mahomet n'avaient pas du tout suscité de réaction
en leur temps, il a fallu attendre 5 mois et le travail d'un certain nombre d'imams danois qui ont essayé de monter l'affaire auprès d'un certain nombre de chancelleries de pays dits musulmans. Donc il a fallu attendre 5 mois pour que l'affaire, la sauce prenne finalement et qu'on ait une crise qui devienne mondiale mais qui a été quand même avant tout médiatique. Donc il faut d'abord expliquer les crises autour des caricatures de Mahomet par le fait d'individus qui sont relativement isolés mais sur une situation internationale qui est explosive et qui a été rendue explosive par la Deuxième Guerre en Irak, par le conflit israélo-palestinien ou par le nucléaire iranien. Et voilà, c'est ces tensions qui ont permis que la crise devienne mondiale. Donc il y a un détournement notamment de ces images, si je comprends bien. On parle aujourd'hui de dessin de presse comme synonyme de liberté d'expression, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Non, dans l'histoire, en fait, si vous voulez, on a en gros 3 phases. La première phase, c'est le moment où la caricature, elle est plutôt récréative, elle sert plutôt à amuser. Une deuxième phase, qu'on peut dater du XVIe siècle, où la caricature est subversive, elle permet de contester les pouvoirs en place. Et puis, une troisième phase, depuis la fin du XIXe siècle, la caricature, finalement, elle est légalisée, elle a servi pendant les guerres de support à la propagande, elle a servi aussi un certain nombre d'États totalitaires à imposer, évidemment, des contraintes. Et puis, c'est quand même, depuis la fin du XIXe siècle, un nouveau rôle de la caricature, c'est de viser les petits, d'écraser les petits. Et on pense notamment à la caricature antisémite. Donc elle a été au service. N'est pas en soi. Elle a été au service de causes beaucoup moins nobles. Malheureusement, la conversation va devoir s'achever. Merci beaucoup, Guillaume Doisy. On vous retrouve ici demain à Caen, au Mémorial de Caen. Et voilà pour cette interview de Guillaume Doisy, enregistrée il y a 1 heure dans les conditions du direct. Alors Emmanuel Chonu, vous avez entendu Guillaume Doisy, très critique quand même vis-à-vis du dessin de presse. Est-ce que vous diriez vous aussi que le dessin de presse est en déclin ? Il est en déclin parce que son apogée, c'est quand même la naissance de la presse. Au XIXe siècle, il y avait une foultitude de journaux et le dessin de presse, il est totalement lié à cette diffusion du journal. À partir du moment où il y a un déclin de la presse, bien le 7 janvier, il y a toute une partie de la population qui a découvert le dessin de presse, mais comme une agression. Qui n'était pas prêt. Qui n'était pas prêt, qui n'a pas les codes de la dérision, etc. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que je suis d'accord avec lui, il ne faut pas s'attendre après le 7 janvier, et dans notre période, à avoir le retour le renouveau du dessin de presse. Regardez d'ailleurs, mon dessin, c'est la galerie de l'évolution pour les dessinateurs de presse. Voilà, on va finir comme ça. On est une race en voie d'extinction. Merci Emmanuel. Alors on va faire un petit jeu, un dessinateur, une dessinatrice américaine, un dessinateur espagnol qui bûchent ensemble sur la question des migrants. Voilà ce que nous avons proposé à ces dessinateurs, l'occasion pour nous de nous demander si le dessin était un langage universel. Le reportage de Jean-Baptiste Patier et Pauline Latruite. Un politique américain devant le Congrès. Il déclare « Aux États-Unis, tout le monde est le bienvenu ». Le discours officiel selon la dessinatrice Lisa Donnelly. Dans les pensées de ce personnage, les migrants peuvent venir pour les tâches ménagères ou les emplois que nous, Américains, nous détestons. Beaucoup d'Américains ne voient que le discours au premier degré, car ils croient au rêve américain. Mais celui-ci, en fait, n'existe pas. À ses côtés, le dessinateur catalan Cap. Il voit dans cette caricature l'expression d'un mal mondial, la double face des hommes et des femmes de pouvoir. Les politiciens de l'Espagne actuelle, ça peut fonctionner, les mêmes dessins, parce que démontre cette hypocrisie des politiciens qu'ils font une sorte de politique, mais ils font une autre sorte de discours. Ici, le dirigeant syrien Bachar al-Assad rencontre le dictateur espagnol Franco. Selon Cap, la folie de ces deux hommes a entraîné un même drame, à 70 ans d'intervalle, celui des réfugiés. Il y a quelque sorte de parallélisme dans la situation d'aujourd'hui, de la Syrie et de l'Espagne après la guerre civile. Le dessin est peut-être universel, mais il répond avant tout à des références culturelles ou personnelles. Pour moi, le plus important est que chaque lecteur puisse mettre toute son histoire dans un dessin. Je suis d'accord, mais cela peut être aussi un problème à travers le monde. Nous devons être vigilants, car aujourd'hui, un dessin voyage partout sur la planète grâce à Internet, mais ne sera pas forcément compris de la même manière. La lecture d'un dessin dépend donc de son interprétation. Une question de culture
et sans doute aussi d'apprentissage et d'ouverture. Voilà une question d'apprentissage et d'ouverture. On peut dire que Emmanuel, vous faites le job, vous. Oui, enfin, je fais le job. En tout cas, ça fait très très longtemps que je vais dans les lycées, dans les collèges, parce que, en fait, d'abord, c'est un dialogue. Mais c'est vrai que je me rends compte que les jeunes n'achètent pas la presse et ils vont pas dans leur boîte aux lettres recevoir par portage leur quotidien. Donc le dessin de presse, il est dans leur livre d'histoire. Donc je dirais que la première des choses que je fais, c'est que je leur montre par rapport à leur classe ce qu'est une caricature. Et dans une classe, il y a toujours une gueule, quelqu'un qui se démarque, etc. Parce qu'en fait, une classe, c'est une micro-société. Leur réapprendre la caricature, c'est d'abord leur montrer que leur espace, c'est un petit pays. Et il y a les leaders, il y a ceux qui sont effacés, etc. Et ces gens-là, c'est un microcosme. C'est un microcosme. Vous avez envie de tourner une page aujourd'hui. On pense bien sûr au petit Aylan, ce jeune Kurde que vous avez dessiné. Ça a provoqué énormément de réactions. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Écoutez, d'abord j'ai énormément appris que les réseaux sociaux sont complexes. Et puis maintenant, ça y est, ce dessin, il va partir dans les oubliettes de l'histoire, j'espère d'ailleurs. Et vous savez, l'actualité, c'est un fleuve, hein. Donc ça se renouvelle en permanence. Il y aura certainement d'autres dessins et d'autres dessins tragiques parce que le monde ne va pas s'arranger comme ça. Merci Emmanuel. On va tout de suite rejoindre Jean-Baptiste Patier. Jean-Baptiste, je crois que vous êtes encore accompagné de dessinateurs. Et oui, Sylvain, regardez, nous sommes accroupis. Les places sont chères. Cette fresque est immense, mais elle est pratiquement intégralement recouverte de dessins. Je suis à côté maintenant de Kianouch. Vous êtes iranien. Bonsoir. Vous travaillez notamment pour le Courrier International. Je vous laisse finir peut-être votre dessin avec nous. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer ? Alors, c'est toujours, malheureusement, c'est le sujet de Charlie qui est toujours vivant dans notre société, dans notre métier. Et je suis toujours fâché, je suis toujours triste pour perdre mes amis, mes collègues. Et je crois qu'il faut travailler dans l'éducation, dans le niveau pédagogique. Sûrement au revoir, vous allez pouvoir à mettre quoi le sert le dessin de presse? Et c'est quoi la place de dessin de presse dans l'histoire et dans l'histoire de l'art? Et voilà, et ça, avec ce dessin, j'ai essayé de connecter l'histoire de l'art avec le dessin de presse. Et oui, avec la référence à Magritte. Pourquoi vous dessinez, Kianouch? Pourquoi? Parce que c'est ma vie, en fait, je ne peux pas me séparer avec cette passion. Dès que je me souviens, j'ai dessiné jusqu'à présent. Merci beaucoup Kianouch, et cette fresque immense sera remise à Bayeux pour le prix Bayeux-Calvados des reporters de guerre. Un symbole encore une fois. Voilà, merci Jean-Baptiste. On va se quitter sur un dessin, celui de Chonu, qui se passe de commentaires. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques qui ont permis cette édition spéciale ici au Mémorial à retrouver sur un